Dernière partie de ce long chapitre sur la géopolitique du monde depuis 1945. 4 images symbolisant ce monde qui est un peu perturbé depuis 20 ans, avec ici les très célèbres images des attentats contre le World Trade Center à New York, une du monde sur la guerre chimique en Syrie l'an dernier, une photographie regroupant les 5 chefs d'État de 5 gros pays émergents, et enfin des images de la guerre du Golfe en Irak. Donc grand 3, la géopolitique du monde actuel. Comment le monde est-il organisé donc aujourd'hui? Alors, nous allons étudier cela à partir notamment d'une carte géopolitique du monde aujourd'hui. Alors si on recherche les principaux pôles de puissance, on peut les trouver au nord de l'Amérique, en Europe, plusieurs pays asiatiques également. Alors quelle est la première puissance mondiale? C'est bien entendu les États-Unis, qui sont la superpuissance qui domine le monde aujourd'hui. Il y a d'autres puissances plus anciennes, donc on retrouve les puissances traditionnelles, France et Royaume-Uni notamment, qui sont dotées de l'arme nucléaire, que l'on peut regrouper dans une puissance appelée l'Union Européenne, même si elle a des défauts qui est quand même une puissance. On a également le Japon, troisième puissance économique mondiale. Alors il y a également à noter un certain nombre de puissances émergentes sur cette carte. Alors 5 puissances émergent de manière importante: le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, qu'on appelle les BRIC, et on peut rajouter l'Afrique du Sud dedans pour vous donner les BRICS, qui est un groupe de 5 pays donc, dont l'économie se développe rapidement et qui veulent prendre une part de plus en plus importante dans la politique internationale. Donc on peut noter également sur cette carte qu'elle est parsemée de conflits et de guerres diverses, même si elle n'est pas mise à jour depuis 2-3 ans, on pourrait en rajouter malheureusement quelques explosions un petit peu partout. Donc voilà le résumé intégral de cette partie sous forme de grande carte mentale, on va dire, ou de schéma. Alors on va s'intéresser à différentes parties, en commençant tout d'abord donc dans un monde de plus en plus multipolaire, aux États-Unis, la superpuissance mondiale. Donc les États-Unis qui ont été fortement marqués par les attentats du 11 septembre 2001 à New York, où l'organisation terroriste Al-Qaïda, dirigée par Oussama Ben Laden, a lancé 4 avions sur les États-Unis, dont 2 sur les tours du World Trade Center à New York, touchant ici au cœur des symboles de la puissance américaine, au cœur de son économie, et montrant aux Américains qu'ils ne pouvaient plus dominer le monde, et surtout qu'ils étaient fragiles sur leur propre territoire, chose qui n'aurait été jamais arrivée auparavant. Donc en réponse à cela, les Américains sont intervenus notamment en Afghanistan en 2001 pour chasser les talibans et pour chasser Ben Laden. Ils sont intervenus à partir de 2003 en Irak, pas directement en rapport d'ailleurs avec ces attentats, mais pour chasser Saddam Hussein d'Irak. Et ils doivent faire face depuis ces années à de nombreux risques terroristes, ce qui les a poussés à prendre des lois en partie liberticides, puisque notamment le Patriot Act autorise les services secrets américains à espionner une partie de la planète. Et notamment on a vu les récents scandales avec la NSA, qui est l'agence d'espionnage américain, qui va en fait espionner les télécommunications, c'est-à-dire les conversations téléphoniques, mais aussi tout ce qui est fait sur Internet, aidé en cela par leurs grandes sociétés Internet que sont Google, Facebook ou Microsoft, qui divulguent des informations sur la vie privée des habitants d'une partie du monde. Donc voilà pour cette partie, les États-Unis superpuissance mondiale. Donc la guerre en Afghanistan provoquée par les attentats du World Trade Center, avec lutte contre les talibans et Al-Qaïda, la mort de Ben Laden en 2013 avec son assassinat fait par un commando de Marines au Pakistan. Donc des guerres qui montrent les capacités d'intervention militaire dans le monde entier des États-Unis, les 2 guerres du Golfe notamment. Les États-Unis restent la première puissance économique, militaire et culturelle mondiale, et une surveillance généralisée des autres pays, communication et Internet. Donc deuxième partie, la construction européenne, une union d'États inédite. Donc rappelez qu'après la fin de la guerre froide, l'éclatement de l'URSS a provoqué la création de nouveaux États à l'Est, dont certains sont rentrés dans l'Union européenne, comme l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.
D'autres pays comme l'Ukraine qui sont aujourd'hui en plein conflit et au bord de la guerre civile montrent bien que ces pays sont tournés à la fois vers l'Occident et vers la Russie, puisque l'ouest de l'Ukraine est à majorité d'Ukrainiens et l'est de Russes. Et on voit bien que c'est cette volonté des Russes ukrainiens de rejoindre la Russie qui provoque la crise de cette période du printemps 2014. Donc, autre conséquence de la chute du RSS, la division en deux parties de la République tchèque et de la Slovaquie, l'éclatement de la Yougoslavie dans les années 90, qui a provoqué la création de plein de nouveaux pays, mais avec des conflits, des guerres d'ailleurs d'indépendance. Alors, ces pays, certains font partie de l'Union européenne, comme la Slovénie ou la Croatie, et d'autres sont candidats, comme la Bosnie-Herzégovine par exemple. Donc l'Union européenne, je vais pas revenir dessus en détail, puisqu'on l'a vu précédemment dans cette partie, c'est une union d'États inédite, puisque nulle part ailleurs dans le monde, on a un groupe d'États qui se sont ainsi unis politiquement, qui possèdent des institutions communes, comme la Commission européenne ou un Parlement. Cette construction européenne a permis l'intégration des pays de l'Est de l'Europe à l'Union. Donc en même temps, ces institutions sont basées sur le traité de Maastricht de 1992 et l'euro est un élément également de puissance de l'Europe dans le monde. Enfin, troisième chose sur ce monde multipolaire, l'émergence de nouvelles puissances, avec notamment ce qu'on appelle les BRICS. Donc les BRICS, c'est 5 pays émergents importants que j'ai cités tout à l'heure. On voit ici leurs 5 dirigeants réunis en mars 2013 en Afrique du Sud à Durban. Cette photographie illustre bien la volonté de ces pays de prendre une part importante dans le monde d'aujourd'hui au niveau économique et politique et de s'unir pour réussir à justement faire entendre leur voix de manière plus importante. Donc à noter que ces 5 pays ces pays émergents sont en forte croissance économique, beaucoup plus que les anciennes puissances, même si les États-Unis de ce point de vue-là s'en sortent assez bien, mais ils sont beaucoup plus en croissance que des puissances comme l'Union européenne ou le Japon. Donc voilà, les BRICS, émergence de nouvelles puissances, donc avec notamment leur intégration dans ce qu'on a appelé le sommet du G20, qui regroupe les 20 plus grandes puissances mondiales, et qui a été créé pour permettre justement à ces pays émergents de parler dans des instances mondiales importantes. Alors dernière chose rapidement, le monde d'aujourd'hui est donc quand même fort instable, puisqu'il y a de nombreuses guerres qui sont essentiellement des guerres civiles d'ailleurs, qui se réalisent un peu partout dans le monde, essentiellement d'ailleurs en Afrique ou en Asie. Les interventions d'armées françaises au Mali ou en Centrafrique en 2013-2014 le montrent bien. Beaucoup de régions du monde sont instables avec des guerres locales comme il y en a eu à l'occasion du génocide du Rwanda en 1994, qui, rappelons-le, troisième génocide du XXe siècle qui avait provoqué 1 million de morts, et donc nombreuses guerres locales et que l'ONU n'arrive pas à enrayer. Donc petit 2, le Moyen-Orient, foyer de conflit. Alors on voit, donc ici je remontre sur la carte ces foyers de conflit en Afrique, récemment donc en Centrafrique ou au Mali. Il y a le foyer de conflit principal dans le monde aujourd'hui reste le Proche et Moyen-Orient, comme on le voit ici. Donc avec, pour rappel, des révoltes dans les dictatures du nord de l'Afrique les années précédentes, qui font que certains de ces pays ne sont toujours pas stabilisés, comme l'Égypte qui a vu un coup d'état militaire il y a quelques mois et qui est dirigé par un général, l'Afghanistan qui n'est toujours pas stabilisé, l'Iran qui est une dictature, et vraiment au Moyen-Orient, on voit bien ici les guerres récentes d'Irak, la guerre civile en Syrie, ou encore le conflit israélo-palestinien qui dure depuis déjà bientôt 60 ans. Donc ici sur la guerre civile en Syrie, on voit des images de Homs, une très vieille ville syrienne entièrement détruite par les combats entre l'armée du dictateur Bachar el-Assad et la guérilla, on va dire, anti-Bachar el-Assad. Une petite carte, trois petites cartes d'Israël et du partage israélo-palestinien qui nous montrent l'évolution de ce conflit. Donc en 1947, ce territoire de la Palestine est divisé en deux. En bleu, les territoires palestiniens, en jaune, le territoire d'Israël.
donc État qui dès le départ semble effectivement au niveau territorial pas très bien né. On voit qu'il y a eu plusieurs conflits dans cette région avec les voisins, puisqu'Israël est un conflit en 1956 et en 1967 avec ses voisins. Ici, c'est le résultat, la carte après la guerre des 6 jours de 1967, où Israël a occupé les territoires palestiniens. Depuis, ça a encore évolué, donc on voit que la Palestine est toujours divisée en deux parties, la bande de Gaza et 3 bandes côtières, et la Cisjordanie qui est grignotée petit à petit par les colonies israéliennes et l'occupation israélienne. Donc on voit bien ici 2 États toujours en conflit. La Palestine toujours pas reconnue d'ailleurs officiellement totalement à l'ONU, et des combats latents avec notamment ce qu'on avait appelé la guerre des pierres qui a été lancée par les Palestiniens contre les Israéliens. Donc voilà, pour terminer, Moyen-Orient, foyer de conflit, présence importante du terrorisme islamiste, que ce soit Al-Qaïda ou d'autres branches, menace de dictature avec l'Iran qui possède l'arme nucléaire et qui est un ennemi des États-Unis depuis plus de 30 ans maintenant, la guerre civile en Syrie ou le conflit entre Israël et la Palestine. Voilà, nous en avons terminé pour cette partie.